Bienvenue sur Expertise AI, la chaîne où l'on décrypte le monde, avec lucidité, intelligence et courage. Si vous êtes nouveau ici, prenez déjà une seconde pour vous abonner, liker cette vidéo et la partager autour de vous. Cela aide énormément notre travail d'analyse indépendante et permet à plus de gens de comprendre ce qui se joue réellement dans la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui secoue profondément l'Afrique centrale. Une histoire annoncée comme un miracle diplomatique, mais dont les zones d'ombre révèlent une réalité bien plus complexe et parfois inquiétante. Le 4 décembre 2025 à Washington, la RDC et le Rwanda signent un accord de paix sous l'égide du président américain Donald Trump. La cérémonie est brillante, médiatisée, orchestrée comme un triomphe. Un miracle, dit-on. Mais derrière les projecteurs, des dirigeants prudents, presque méfiants. Aucune poignée de main. Une offensive du M23 en pleine intensification. Et un accord dont le contenu reste secret. Ici, sur Expertise AI, on ne s'arrête pas au discours. Nous allons lire entre les lignes, exposer les enjeux, révéler les contradictions et expliquer les véritables forces derrière ce soi-disant accord historique. Alors restez jusqu'au bout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et surtout partagez cette analyse pour que la vérité circule autant que l'image officielle. On se lance aujourd'hui sur une nouvelle qui vient de tomber de Washington. Oui, une nouvelle majeure. Le 4 décembre 2025, donc aujourd'hui, les présidents de la RDC et du Rwanda ont signé un accord de paix, le tout sous l'égide du président américain Donald Trump. Sur le papier, c'est historique. C'est la formule, oui, historique. Mais quand on gratte un peu le vernis, l'image est, disons, beaucoup plus complexe. C'est exactement ça. On a devant nous plusieurs articles, RFI, France 24, Jeune Afrique. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ce qui s'est passé. D'aller au-delà des photos. Oui, au-delà des déclarations officielles, qu'est-ce que les mots choisis, ou même l'absence de certains gestes nous disent vraiment. Et surtout, ce fossé immense entre la cérémonie et ce qui se passe sur le terrain. C'est la question centrale. Parce que tout cet événement, en fait, il est construit sur un paradoxe saisissant. C'est-à-dire ? D'un côté, on a cette cérémonie fastueuse, à Washington, dans un institut qui vient d'être renommé. Tout est fait pour projeter une image de succès. Et de l'autre, on reçoit des infos en temps réel de l'Est de la RDC. Qui disent tout le contraire. Qui décrivent des combats d'une intensité rare, au moment même où ils signent. C'est cette tension, ce grand écart, qu'on va essayer d'explorer. Alors, commençons par la cérémonie. Le décor déjà. C'est tout un symbole. Ça s'est passé à l'Institut américain pour la paix, sauf que les articles nous apprennent qu'il a été rebaptisé la veille. Il s'appelle désormais l'Institut Donald Trump pour la paix. On peut difficilement être plus clair, c'est une façon de signer l'événement de son nom, littéralement. Totalement. Et le ton du président américain, il est raccord. Les articles le citent en boucle. Il parle d'un grand miracle. Oui, j'ai lu ça. D'un accord puissant et détaillé. Et il va même jusqu'à prédire que les présidents Tshisekedi et Kagame vont passer leur temps, je cite, à se donner des accolades et à se tenir la main. C'est une rhétorique de victoire totale. Il n'y a pas de place pour le doute. Aucune. C'est un succès absolu. Et même un succès rentable. Il y a une citation qui revient partout et qui est assez frappante. Il aurait ajouté que grâce à cet accord, tout le monde allait gagner beaucoup d'argent. Voilà. On est très loin du langage diplomatique classique. Mais ce qui est fascinant, c'est de mettre ça en face des déclarations des deux présidents africains. Ah oui, là le contraste est énorme. C'est chirurgical. On a l'impression qu'ils ne sont pas à la même cérémonie. Le président rwandais, Paul Kagame, France 24 le cite, il est d'une prudence extrême. Qu'est-ce qu'il dit exactement ? Il prévient qu'il y aura des hauts et des bas. Juste cette phrase. Ça ancre tout de suite l'événement dans une réalité complexe, difficile, à des années-lumière du miracle de Trump. Et son homologue congolais, Félix Tshisekedi, il est sur la même ligne ? Complètement. Il salue le début d'un nouveau chemin, ce qui est poli, c'est positif, mais il ajoute tout de suite que ce chemin sera exigeant et assez difficile. Voilà, on entend des diplomates qui pèsent chaque mot, chaque syllabe, face à un discours qui est presque du show business. Exactement. Ce sont des mots posés au trébuchet, c'est du réalisme pur. Ils sont dans une position où, ils ne peuvent pas refuser cette cérémonie organisée par Washington, mais en même temps, ils ne veulent surtout pas laisser croire que la paix est acquise. Il se protège en quelque sorte. C'est une forme de couverture, oui. Une manière de dire oui, on signe, mais attention, on n'est pas dupe.
Ils connaissent la situation sur le terrain, eux. Et d'ailleurs, cette distance, elle n'est pas que dans les mots. Il y a un détail rapporté par RFI qui est sidérant quand on y pense. Lequel? Dans toute cette cérémonie qui est censée sceller la paix, les deux présidents africains ne se sont échangés aucune poignée de main publique. Ah oui? Aucune. Les articles précisent même qu'ils sont arrivés séparément, chacun de son côté. Ça ne ressemble pas vraiment à l'image des futures accolades, hein? Pas vraiment, non. C'est un langage corporel qui contredit tout le discours officiel. L'absence d'un geste aussi simple, aussi universel, c'est un message en soi. C'est assourdissant. Ça veut dire que la méfiance est toujours là. Évidemment, ça signale que les tensions, les accusations, tout ça ne s'est pas évaporé par magie. On est en pleine diplomatie du non-dit. On a vraiment l'impression qu'ils ne jouent pas la même pièce de théâtre, ce qui pose la question du metteur en scène. Pourquoi tout ça? Pourquoi une telle mise en scène si les acteurs principaux ont l'air si peu convaincus? Excellente question. Et les sources nous donnent une piste très claire. La scène, en fait, ce ne sont pas les Grands Lacs ou le monde, ce sont les États-Unis. C'est de la politique intérieure. C'est exactement ça. Le correspondant de RFI l'analyse très bien. L'administration Trump a besoin d'une victoire diplomatique à afficher rapidement. Un succès à vendre à son électorat. Voilà. Et d'ailleurs, Trump n'a pas manqué de le souligner en disant que les administrations précédentes avaient échoué là où lui réussissait. C'est donc une opération de communication avant tout. Mais pas seulement. Il y a aussi cette dimension économique qu'il ne cache même pas. Ah non, il est très direct là-dessus. Il parle d'accès privilégié pour des entreprises américaines aux zones de minerais congolais. Et ça, ce n'est pas un détail. L'Est de la RDC, c'est un trésor géologique. Le cobalt, le coltan, le cuivre. Essentiel pour nos batteries, nos smartphones. Tout à fait. Donc, quand on parle d'accès privilégié, on parle de contrats qui peuvent être colossaux et d'une compétition féroce avec la Chine dans la région. La paix devient aussi un instrument de politique économique. Ça nous amène à l'analyse d'un chercheur, Regan Miviri, de l'Institut Ébutelier. Il est cité dans presque tous les articles. Oui, son analyse est très lucide. Il dit que cette cérémonie est le résultat d'une forte pression américaine. Et il a une formule qui, je trouve, résume tout. Pour Washington, dit-il, l'essentiel est peut-être moins le contenu de l'accord que l'événement lui-même. L'événement prime sur le contenu. Exactement. L'image, l'annonce, la photo, ça prime sur la substance. C'est une formule terrible quand on parle de paix. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. Parce que pendant ce temps, sur le terrain, la réalité, elle, est à des années-lumière. Les articles sont unanimes. C'est le cœur du paradoxe, la fracture totale. Ce n'est pas juste que les combats n'ont pas cessé, c'est qu'ils se sont intensifiés. Ah oui. Plusieurs sources parlent d'une offensive majeure du M23, ce groupe soutenu par le Rwanda. L'AFP cite un responsable local de Kaziba, une ville qui vient de tomber. Ces mots, ils sont blassants. Qu'est-ce qu'il dit? Beaucoup de maisons ont été bombardées et il y a beaucoup de morts. Ça, c'était dit la veille de la grande cérémonie de paix. C'est terrible. Et ce n'est même pas la première fois qu'on a ce genre de signature. Il y en a eu une en juin, non? Déjà à Washington. Oui, et le résultat a été? Plus que mitigé. C'est un euphémisme. Les combats n'ont pas cessé. Non seulement ils n'ont pas cessé, mais la violence a explosé depuis le début de l'année. Le M23 a pris Goma, Bukavu, des villes majeures. L'historique récent n'incite pas du tout à l'optimisme, bien au contraire. On a l'impression d'un schéma qui se répète. C'est un schéma inquiétant. Chaque accord signé au sommet semble suivi par une nouvelle escalade sur le terrain, comme si les groupes armés voulaient créer un fait accompli avant même que l'encre ne sèche. J'ai du mal à comprendre. Comment est-ce possible de signer un accord de paix pendant que le groupe armé central, le M23, est en pleine offensive à côté? Comment c'est censé fonctionner? C'est la question à millions. Et la réponse, elle est dans la structure même du conflit. L'accord, il est signé entre des États, entre Tshisekedi et Kagame. D'accord. Mais le M23, l'acteur principal sur le terrain, le belligérant, il n'est pas là. Il n'est pas à la table des négociations. Il ne signe rien. C'est une déconnexion fondamentale. Total. Mais le M23 est soutenu par le Rwanda. Toutes les sources le disent. Si le Rwanda signe, ça devrait quand même avoir un impact, non? C'est toute la subtilité et toute la perversité de la situation. C'est une tactique classique des guerres par procuration. C'est-à-dire? Le M23 n'a jamais reconnu officiellement ses liens avec Kigali. Même si c'est un secret de polichinelle, documenté par l'ONU, ce déni officiel, il est stratégique. Il permet au Rwanda de jouer sur les deux tableaux. Exactement. Il lui permet de négocier au niveau des États, de se présenter comme un partenaire pour la paix, tout en gardant une pression militaire sur le terrain via un acteur qu'il ne contrôle pas officiellement.
C'est un double jeu qui paralyse tout. Ah, je vois. C'est une déconnexion qui est calculée. Et du coup, les mots si prudents des présidents africains prennent tout leur sens. Tout leur sens. Quand ils parlent d'un chemin exigeant, difficile, de hauts et de bas, ce n'est pas juste de la rhétorique. Non, c'est la réalité. Ils savent très bien que cette signature n'est qu'un bout de papier, ils savent que le M23 est toujours armé et à l'offensive. Leur déclaration, c'est un message codé pour dire la situation est bien plus fragile que ce que Washington veut bien montrer. Donc, si on résume, on a assisté à une formidable mise en scène diplomatique à Washington, Une opération de com, oui. motivée par la politique intérieure américaine, des intérêts économiques, et tout ça contraste de manière violente avec la prudence des dirigeants africains, Et surtout, avec la réalité des populations du Kivu. qui, elles, sont toujours sous les bombes. La signature est un fait médiatique, mais la paix pour l'instant reste une illusion. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, un point aveugle dans tout ce qu'on a lu. Lequel? Elle détaille les rôles de Trump, Kagame, Tshisekedi. Elle parle d'économie, de pression diplomatique. Mais l'accord lui-même, celui que Trump qualifie de puissant et détaillé, On ne sait pas ce qu'il y a dedans. c'est une boîte noire. Aucun article n'en cite les clauses précises. C'est vrai, c'est une très bonne remarque. Et c'est là que se pose une question fondamentale et un peu provocante. Au-delà des intérêts des États, des grandes puissances, qu'est-ce qu'il y a de concret dans cet accord pour s'attaquer aux causes profondes du conflit? Pour la démobilisation des combattants, par exemple. Oui, ou pour le retour des millions de déplacés. Et surtout, comment cet accord compte-t-il protéger les civils qui, au moment où on se parle, sont encore sous les bombes? Le fait que personne ne semble connaître la réponse, que la substance de l'accord soit si opaque, c'est peut-être le signe le plus inquiétant de tous. Le miracle a été annoncé, mais ces détails, eux, restent secrets. Voilà ce que révèle ce prétendu miracle diplomatique. Une cérémonie brillante, mais une paix fragile, opaque, sans garantie pour ceux qui vivent la guerre au quotidien. Tant que les vraies causes ne seront pas adressées, tant que les acteurs du terrain ne seront pas impliqués, la paix restera un slogan, pas une réalité. Merci d'avoir suivi cette analyse. Abonnez-vous, likez, partagez. La lumière que nous mettons sur ces zones d'ombre peut contribuer à changer les choses.